Alors, je vais vous parler de recherche-création, hein, des gestes d'écriture numérique dans la recherche-création et également en écriture créative comme un champ de recherche et un champ de pratique en formation universitaire. Voilà, donc je viens d'un département de lettres, je pratique en fait toute une gamme de cours en lien avec l'écriture créative dans mon université, qui a un écosystème, vous allez voir tout à l'heure, qui est depuis très longtemps en fait tourné vers la modélisation et surtout la pratique de terrain, de formation en écriture créative. Donc c'est à Cergy, Paris Université. Et donc je vais essayer d'interroger la qualité heuristique du numérique pour rendre plus prégnant, c'est-à-dire à la fois plus conscient et plus actif. Et là, on renvoie à une question qui a émergé tout à l'heure sur le fait d'interroger en fait l'intérêt d'avoir une conscientisation d'un processus de création ou non. Donc plus prégnant, ce sont les deux, en fait, les deux volets de cette prégnance, la conscience et le fait d'être très pratique et actif dans des gestes d'écriture. Alors le principe de base de la recherche-création telle que je l'investis et que les équipes de Cergy l'investissent, c'est le principe de la philosophie pragmatique américaine, c'est John Dewey, c'est l'art comme expérience publié en 1934. Alors il faut d'abord préciser, je vous ai dit que je parlais quand même de l'écosystème de Cergy, le voilà. Vous voyez que là, je vous ai listé en fait l'ensemble des diplômes qui ont trait à l'écriture créative dans cette université, à la fois des ateliers d'écriture qui sont intégrés de manière obligatoire à tous les semestres de la licence de lettres, un master de création littéraire, un des masters pionniers en France. Nous ne sommes pas les premiers, mais Cergy est arrivé quand même en 2015, après un gros travail de recherche et de répertoire en fait, sur l'ensemble de la France, de ceux qui existaient dans les pratiques d'écriture créative. Un doctorat par le projet, on en a parlé ce midi d'ailleurs. Donc, dans ce doctorat par le projet, qui fait partie donc, de l'UR Humanité, Création, Patrimoine, il y a un volet spécifique à la création littéraire. Il y a aussi d'autres écoles qui sont partie prenante de projets qui sont professionnalisants, dont l'Institut du patrimoine, l'ENSAPC, c'est l'école d'art, également l'école du paysage, etc. Mais le département de lettres également porte une mention dans ce doctorat. Également des diplômes qui sont des diplômes de formation continue, donc avec des gens qui sont sur le terrain, non seulement des enseignants, des intermittents du spectacle, mais aussi des profils professionnels beaucoup plus, on va dire, exotiques par rapport à ce que l'on peut envisager comme formation littéraire. Donc, en ce moment, j'ai un juge qui vient au diplôme, il y a aussi des financiers, vous voyez, des gens qui viennent en fait chercher dans l'écriture créative quelque chose qu'ils puissent articuler à leur terrain professionnel. Voilà. Donc plusieurs parcours dans ce diplôme universitaire et des certificats également en écriture créative qui sont des certificats courts de pratique de l'écriture créative, de formation à l'animation d'ateliers d'écriture, et le dernier en date qui a trait aussi aux ateliers, c'est l'initiation à la médecine narrative, donc avec une perspective d'écriture en contexte de soins. Tout ça est avec un soubassement de recherche. Je vous signale au bas de la diapo un des programmes financés qui s'appelle l'écriture créative en formation et qui perdure en fait depuis 2018 avec toute une équipe de recherche. Voilà, c'est l'écosystème pour vous dire en fait d'où je parle et en fait pour situer l'endroit d'où émane la réflexion que je vais vous montrer, qui est une réflexion en fait très, très pratique, hein, parce que je vais vous dire ce qui est vécu par les étudiants et la manière dont moi-même je peux peut-être orienter leur formation à l'échelle de ces différents diplômes. Alors il faut d'abord préciser que proposer des expériences d'écriture numérique ne va pas de soi dans ces formations. C'est le premier point à dire, parce que ces formations accueillent souvent des intervenants qui sont très attachés à des logiques à l'œuvre dans le secteur plutôt de l'édition papier, des communautés professionnelles d'écrivains, des institutions de promotion du livre, indépendamment en fait des logiques qui sont sans doute plus labiles,
les logiques du numérique, peut-être plus corrosives aussi, on va y revenir, et en tout cas moins facilement identifiables, je pense, par les équipes en place dans ces formations. Alors cela dit, je voudrais vous montrer pourquoi moi je pratique régulièrement des formes d'écriture numérique dans ces cursus, et pourquoi je trouve particulièrement intéressant en fait d'implémenter des pratiques d'écriture numérique dans les cursus de création littéraire, tout en comptant d'ailleurs en contre-coup sur un essaimage de pratiques d'écriture littéraire sur les réseaux. On peut rêver, hein, mais bon voilà. L'idée aussi est ce contre-coup-là, c'est-à-dire que la formation dans les cursus de création littéraire, on le sait, abonde du coup du côté de ce qu'ils proposent dans le secteur éditorial papier. C'est même un problème que nous rapportent les éditeurs. Donc on peut peut-être envisager qu'il y ait le même contre-coup en fait dans les réseaux, hein, du côté d'une meilleure visibilité d'écriture qui soit vraiment des écritures littéraires. Alors ce que je vais interroger, c'est donc la qualité heuristique du numérique. Vous l'avez compris, dans ces gestes d'écriture, sans penser que les gestes d'écriture numérique soient distingués en fait de gestes d'écriture tels qu'on les pratique sans penser la question des supports. Ces gestes d'écriture, sans qualification donc, c'est vraiment ce que les étudiants de ces formations viennent explicitement chercher, sinon apprendre, au moins exercer, peut-être muscler, et également interroger beaucoup et évaluer au sens d'attribution d'une valeur. Hein. L'évaluation, je pense, est la pierre angulaire de ces formations-là. On peut l'envisager, cette évaluation, comme attribution d'une valeur, attribution d'abord liée à sa reconnaissance collective. Tout à l'heure, on a parlé du fait que le rôle de la construction de l'interprétant dans une œuvre soit absolument déterminant pour la constituer elle-même. En recherche-création, on est beaucoup plus, je pense, enfin même explicitement hein, dans la littérature qui circule autour de la recherche-création, sur la construction de critères, sinon de public pour les reconnaître. Hein. L'idée qu'on constitue en fait un public en commençant à formaliser en fait la recherche-création en France. Un dernier mot d'introduction pour vous dire que la manière dont je la pense est en comparaison avec ce que j'ai pu analyser des pratiques anglo-saxonnes, hein, puisque j'ai une thèse de comparaison entre le creative writing américain, ce qui se passe au Canada, qui est du coup beaucoup plus informé de francophonie, et ce qui a donc émergé en France. Alors, point premier que je voudrais interroger ici, vous allez dire que je joue sur les mots. Comme j'arrive avec un bagage littéraire, forcément pas je joue un petit peu sur les mots, le geste ou la geste. Le geste masculin, on a compris, c'est le mouvement du corps et par la l'attitude. Hein, il n'y a pas que du corporel, il y a aussi l'attitude plus ou moins codée et symbolique qui demande une attention d'abord à l'individu. D'ailleurs, l'individu qu'il épouse ou qu'il s'écarte volontairement des normes. Et la geste au féminin, je trouve que c'est intéressant d'aller l'investir également. On la connaît par la chanson médiévale. Bon, c'est une série d'exploits qui fait épopée et qui trace donc un cheminement profondément collectif dans la culture commune. Et vous me voyez arriver avec mes gros sabots. Donc, je prenne l'écriture créative comme une épopée, quoique, peut-être. Hein, peut-être que je la vis comme ça, effectivement, à Cergy. Mais en tout cas, la prise en compte du numérique comme milieu commun d'écriture et de lecture, j'aime bien dire écriture-lecture plus que lecture-écriture, en inversant la prévalence habituelle des études de lettres et en commençant par l'écriture, je pense que vraiment cette prise en compte du numérique déplace la représentation de l'écriture du côté du collectif. Donc c'est ce que je voudrais interroger comme premier point. Alors, je pense vraiment qu'on est passé d'une société de l'écrit à une société de l'écriture. C'est du moins comme ça qu'on le vit vraiment dans les départements de lettres dans lesquels que j'ai fréquenté. Hein, j'ai fréquenté plusieurs universités. Et dans les départements de lettres qui pratiquent l'écriture créative, c'est clairement le passage d'une culture de l'écrit reçu, lu, commenté, à une culture de l'écriture comme pratique, comme processus, comme acte.
Or, pour arriver à vraiment le penser, je pense qu'il faut absolument envisager ce partage massif de cet habitus de production sur clavier qui participe en fait de ce déplacement vraiment de la configuration de ce que je viens de nommer de manière bifide. Ce partage massif de la production, massif, démocratique, entièrement partagé par la société, gêne la réactivation de clivages pourtant qui font souvent le terreau des départements de lettres, c'est-à-dire les clivages entre l'écrivain, peut-être l'élu, et ses commentateurs, lettrés certes, mais incapables et même interdits de production du même ordre. Voilà, alors ce cheminement, vous reconnaissez du Benjamin là-dessous, j'imagine, hein, j'aimerais bien dire ce passage, parce que la poétique du passage, Benjamin, vraiment est un pilier en recherche-création très très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Benjamin? À l'heure de la reproductibilité technique, il nous parle de la différence entre auteur et public. Je vous ai mis quelques citations sur la diapo, et cette différence, dit-il, déjà, à son époque, alors lui il s'intéressait beaucoup à la presse, pour le dire, mais il analysait déjà que cette différence perdait de son caractère fondamental. Elle n'est plus que fonctionnelle, écrit-il, elle peut varier d'un cas à l'autre, et le lecteur est à tout moment prêt à passer écrivain. Évidemment, ce n'est pas un déni pour essayer de penser ce qui se passe dans nos formations. Alors, s'y trouvent bousculés évidemment les repères littéraires classiquement associés à l'œuvre, à la paternité auctoriale d'abord, mais aussi à l'œuvre, à sa matérialité, à sa clôture, à sa fixité. Alors, François Bon, que j'ai interrogé à ce sujet, parlait de l'œuvre comme un processus monodique à diffusion lente. Je trouve ça formidable de nommer ainsi le livre papier, de parler d'œuvres monodiques à diffusion lente. Alors, les étudiants se présentent à l'entrée des cursus, eux, avec des repères de production qui sont émancipés déjà de ce seul modèle monodique à diffusion lente. Je pense que vraiment, ils ont déjà dépassé ce seul modèle, ils en ont plusieurs à leur actif dans leur repère de production, et également, ils ont une contestation que je vois très opérante en ce moment, en tout cas dans les nouvelles promos, des lois du marché éditorial. Donc là, il y a une espèce de clivage qui est en train de se faire entre la culture qui est la culture de certains enseignants, on va dire, et en fait la manière dont les étudiants nous obligent à changer en fait de périmètre et du coup de s'intéresser au numérique de manière très très incisive. Alors, il y a différents profils, évidemment, d'étudiants, différentes pratiques du numérique. Il y en a qui arrivent dans ces cursus par les plateformes d'écriture, par la fanfiction en particulier. Il y a toujours beaucoup dans les promotions qui s'intéressent à la création littéraire par ces plateformes d'écriture. Et toujours dans les groupes, il y a au contraire l'autre profil qui est en réaction contre les réseaux, qui viennent faire de la création littéraire vraiment par opposition à ce qu'ils peuvent vivre en production numérique. Mais en tout cas, que ce soit l'un ou l'autre profil, ils sont tous très à l'affût des formats, éventuellement d'ailleurs vécus comme contraignants, inadaptés à leur urgence à écrire, mais c'est une question de format qui déplace donc la question des genres ou des formes. On arrive très souvent en leur disant bon, vous avez une urgence à écrire, mais de trouver la forme adaptée à ce que vous voulez dire. En fait, la question des formats est spontanément très très aiguë, est une question en fait spontanément heuristique chez eux. Et alors, ils se montrent en particulier très sensibles aux tics rédactionnels qui sont associés à certains formats sur le net et à certaines communautés d'internet. Alors bon, il ne faut pas faire un tableau ironique tout à l'heure du numérique, mais c'est vrai, la notion n'est pas forcément libérée. Je pense que c'est largement faux de penser cela dans les pratiques effectives des étudiants. Elle a lieu visiblement sous une pression qui est très modélisante, avec du coup des styles qui sont déjà très très fixés quand ils arrivent en cursus de création.
Et puis aussi modélisant parce que l'écriture se joue sur le regard extrêmement critique des autres. Donc s'ils sont d'un certain égard émancipés du seul modèle unique du livre papier, il y a quand même d'autres pressions, d'autres modélisations qui sont à l'œuvre dans leur pratique, en particulier sur réseaux sociaux. Mais en tout cas, le travail d'expérimentation dynamique sur un mode collectif qui fait en fait le cœur de ce qu'ils vont vivre dans les cursus d'écriture créative s'en trouve facilité, c'est une évidence. De même que l'écriture sous le regard des autres. Alors, ce qu'ils ont à apprendre, par contre, c'est un regard qui n'arrête pas l'élan créatif, c'est-à-dire que les commentaires sont toujours à diriger dans les ateliers d'écriture collectif. Donc il y a quelque chose à apprendre, en fait, tout à fait dans le collectif en question, apprendre à ne jamais arrêter l'élan créatif, mais à favoriser et la conscience et l'affirmation individuelle d'une ambition stylistique. Alors, je vais faire mention là d'études qui ont déjà été menées par Johann Moss et Marie Cafari. Johann Moss vient de l'Université technique de Berlin, Marie Cafari de l'Institut littéraire suisse à Vienne, et elles ont publié en particulier une longue étude dans plusieurs ouvrages, dont un article dans la recherche création littéraire que j'ai publié avec Violaine Darbero. Mais avant cela, elles avaient publié un numéro d'A Contrario qui s'appelle « Écrire en dialoguant ». Et donc elles ont fait en fait une enquête très pointue sur différents cursus en écriture créative dans plusieurs pays européens. Et elles ont montré en particulier que donc l'écriture se déplaçait vers une écriture de dialogue, c'est-à-dire une écriture vraiment collective où on va modéliser ce que l'on écrit à partir des avis des autres. Et elles ont montré aussi, ça me paraît très intéressant de le nommer là, des différences de génération entre les enseignants écrivains plus âgés de la génération, nous dit Johann Moss, des loups solitaires, qui ne montrent pas leur texte ou qui ne les montrent que lorsque le manuscrit est considéré comme fini. Alors, ce sont souvent les écrivains enseignants des cursus où elles sont allées enquêter, et à l'inverse, ceux qui appartiennent à la génération feedback, dit-elle, issus des cursus de creative writing. Donc évidemment aux États-Unis on le voit de manière beaucoup plus évidente, puisque ça date de beaucoup plus longtemps. Leur racine c'est la fin du 19e, mais les vrais diplômes c'est 1930 aux États-Unis. Donc dans les cursus de creative writing, les étudiants ont appris à montrer leur texte au groupe, à écrire en dialoguant, et donc la génération d'apprentis écrivains, ça a du coup travaillé, disent-elles, activement en réseau, et d'ailleurs ils vont garder ces habitudes-là après leurs études, après leur diplôme, en particulier au moment du dialogue avec les éditeurs, parce qu'ils ont aussi investi ce terrain-là, et vu qu'en fait ça changeait aussi tout à fait la représentation de l'écriture comme un support qui accepte en fait et le dialogique et le collectif. Donc je vous signale qu'il y a une recherche en cours en ce moment de Johann Moss sur les feedbacks donc à l'Université technique de Berlin, et en fait le recueil de feedback, y compris d'ailleurs sur les étudiants du master de création de Cergy, va servir à alimenter une base de données pour l'intelligence artificielle. Donc on en est là, de dire en fait, au final, est-ce que les modifications du texte par retour fait par l'enseignant et le collectif, j'ai du mal à imposer d'ailleurs à Johann Moss qui regarde aussi les avis du groupe d'étudiants, mais bon, a priori elle va réussir à l'intégrer aussi, puisse alimenter en fait quelque chose qui en fait nourrisse l'intelligence artificielle. Voilà. Alors, mais bon, ceci dit, ça c'est la nouvelle recherche de Johann Moss, mais l'ancienne, celle qui est publiée maintenant, ne fait pas le lien avec le numérique. Et donc il me paraît toujours d'autant plus intéressant d'en insérer la composante dans cette fameuse geste collective sur l'écriture créative qui est en train de se formaliser en ce moment, en montrant donc les déplacements engendrés sur les représentations littéraires qui
on peut le dire, est en train de passer du côté d'une pratique sociale de production et non uniquement du côté d'une sociabilité qui soit lectorale. Hein. On a parlé de pratique sociale beaucoup du côté de la littérature, mais toujours du côté des cercles de lecture, hein, de la sociabilité lectorale. Et là, on est en train de déplacer les choses du côté d'une activité pratique, du côté d'une pratique sociale vraiment de production. Alors, maintenant, je vais vous proposer de regarder, d'examiner avec moi quelques gestes d'écriture. Alors, je suis loin d'être exhaustive, hein, je les ai sélectionnés avec des gestes d'écriture que je pense être très actifs dans ces cursus, en regardant, du coup, comment les pratiques numériques les éclairent d'une manière particulière. Et donc, voilà, vous avez compris à mon titre que je veux envisager que ces gestes ne soient pas particuliers quand ils sont dans un environnement ou sur des supports particuliers numériques, mais qu'ils soient éclairés d'une certaine manière par des pratiques numériques et donc soient activés plus quand on change en fait de milieu de manière très explicite. En l'occurrence, ils deviennent beaucoup plus métacritiques. Voilà. Alors je les organise en deux grands blocs. J'ai appelé ça « Tenir son carnet de recherche et réviser ses écrits ». En essayant de... il ne faut pas se fier à cette présentation comme un ordre chronologique, en essayant de penser ces gestes-là, justement pas comme des étapes chronologiques, comme des avant-textes en génétique ou comme des étapes qui seraient en fin de processus de création pour la révision. Hein. Au contraire, vous allez voir que dans la manière dont je les investis, cet ordre chronologique est foncièrement déstabilisé. Alors, on commence par tenir son carnet de recherche. Et je dis un mot du coup sur le principe de la recherche-création. On l'a déjà beaucoup vu à l'œuvre ce matin. Merci Alexandra, c'était magnifique la manière d'illustrer ça de manière très active. Là, je vais dire comment on le prend de manière très institutionnelle dans des formations qui sont quand même des formations intégrées à l'université. Donc la recherche-création établit, ou en tout cas met en valeur, une correspondance entre la quête de l'artiste et la recherche académique. Alors on peut le discuter, le fait que est-ce que ce soit exactement la même quête, est-ce que c'est exactement la même démarche, mais en tout cas on est sûr qu'il y a quête dans les deux mouvements, et donc la recherche-création avec le fameux tiret, et pas recherche et création qui serait en fait deux mouvements bifides, mais l'idée qu'il y ait une seule question qui se pose avec deux réponses, c'est exactement ce qui se passe en doctorat de recherche-création. Hein. Il y a une problématique que l'on veut engager comme une problématique littéraire, et il y a deux réponses qui se font de deux ordres. Une réponse qui est une réponse réflexive, appuyée sur une dimension théorique bien affirmée, et de l'autre une réponse profondément créative, voilà, qui n'a pas besoin en fait d'autoréflexivité. Et donc ça soulève, vous avez compris, les questions de l'autoréflexivité agissant dans l'art, mais on l'a entendu tout à l'heure, c'était une des perplexités de quelqu'un qui écrivait sur les réseaux, que de dire mais est-ce qu'on a besoin d'être forcément dans ce recul réflexif? Bon, l'expérience que j'ai des cursus canadiens disent qu'au bout de... ils ont commencé leur cursus dans les années 60, au bout de cette déjà longue histoire des cursus chez eux, ils repoussent absolument l'idée d'une autoréflexivité explicite dans les mémoires et dans les doctorats, par exemple. Il n'est plus question d'aller congratuler ou s'auto-regarder, peut-être en légitimant sa posture d'écrivain par un écrit qui soit autoréflexif, intégré à un doctorat. Donc du coup, au contraire, on externalise le regard réflexif vers des corpus qui soient des corpus analysés, justement, qui vont apporter d'autres réponses et qui vont permettre aussi de situer son propre travail de création, voilà, de le situer dans un champ, voilà, ce qui est très important. Voilà, donc ça pose ces questions-là, bien sûr, la légitimité, l'intérêt, peut-être la rentabilité créative aussi, hein, de l'autoréflexivité, et puis également, alors bon, ça c'est sans doute mon travail
de théorisation de la recherche-création qui me le fait dire, mais la question de la greffe d'une pensée réflexive se jouant dans la distance par rapport à l'expérience artistique qui est une pensée justement non distanciée, qui est une pensée profondément immersive, mais qui est une pensée quand même, et qui est une pensée en acte, hein, chez Dewey. Elle est très très clairement référencée, même décrite, et chez Dewey, bon, je suis désolée pour tous les autres artistes, mais il y a quand même profondément une hiérarchie du verbal par rapport aux autres médiums. Voilà, alors tout cela, c'est vrai, est une question absolument essentielle pour moi, de penser que la recherche-création littéraire, c'est d'abord une recherche-création qui prend en charge, en fait, le verbal. Alors, tout ça, tous ces prolégomènes pour vous dire l'intérêt, en fait, dans une démarche de recherche-création, de faire ce geste-là, de tenir son carnet de recherche. Vous voyez bien que du coup, c'est fondamental, de tenir le carnet de recherche pour arriver à conscientiser son processus de création. Et certains gestes, ça, c'est l'expérience que j'en ai dans les formations, vont se trouver activés par le passage par le numérique. Donc je vais vous en énumérer 3, se documenter, imaginer et constituer une bibliothèque de référence, en vous montrant un peu comment en fait, le numérique intervient dans ces gestes-là qui sont à penser indépendamment de la question du milieu numérique. Alors pour se documenter, j'avais mené une étude en 2019 pour l'ABDEN qui m'a confirmé que chez les écrivains et les apprentis écrivains interrogés, l'utilisation de la documentation passait de manière absolument majoritaire dans leur projet de création par le web, hein, clairement, pour se documenter, pour faire ces fameuses fictions documentées dont on entend tout le temps parler maintenant en écriture contemporaine. Je vous renvoie à l'ouvrage de Laurent Demanze, L'âge de l'enquête, hein, où il montre qu'il y a un tournant en fait très clairement vers des écritures documentées dans les écritures contemporaines. Eh bien on s'aperçoit qu'en fait, de manière vraiment majoritaire, les écrivains passent par une documentation qui passe par l'utilisation d'Internet. Donc ce qui peut être rendu conscient du coup dans un atelier universitaire, c'est la conjonction de ce geste, princeps, sur l'ensemble du travail de composition. C'est pas juste de dire, bah, regardez, spontanément vous allez aller faire des recherches sur le net, mais de voir qu'en fait le fait de passer par ce geste-là n'est pas anodin sur l'ensemble de la composition de leur écrit, peut-être romanesque, et de toute façon ne s'organisant jamais sur ce que décrivent finalement les éthiques génétiques, c'est-à-dire l'écriture à programme, les carnets préalables à la Zola. Donc la composition de fiction documentée obéit davantage aujourd'hui à un principe de digression qu'on retrouve énormément évidemment sur le critique de la recherche sur Internet, et une digression qui demande une réorganisation des éléments glanés dans des dispositifs qui vont être rendus visibles très souvent pour le lecteur. Alors, que fait-on dans ces ateliers numériques? On lit également, on lit de la littérature qui n'est pas que numérique, par exemple les romans d'Olivia Rosenthal ou de Laure Limongi, qui vont informer les étudiants en les regardant à travers ce filtre-là sur la manière dont elles opèrent en fait leur stratégie de documentation et d'incorporation de voix plurielles, polyphoniques, qui émanent souvent, c'est vrai, de recherches très explicitement faites sur Internet. Alors, voilà, on commence par lire cela, et ensuite, évidemment, cette pérégrination et cette organisation de la pérégrination, peut-être de la dérive lectorale d'un sujet à l'autre, hein, sous l'idée d'une migration qui est peut-être une nouvelle façon d'investir Montaigne d'ailleurs, elle est encore plus opératoire quand elle est saisie du côté de la production. Alors j'ai mené l'expérience avec les deuxièmes années, cette année, de leur faire vraiment pratiquer par Hyperlien en fait, hein, cette programmation de la dérive du lecteur à l'intérieur d'un même texte. Donc ça c'est pour se documenter. Alors pour imaginer maintenant, évidemment, l'utilisation des potentialités d'écriture multimodale est libérée énormément évidemment par les supports numériques.
et va quelque part renouer avec le fait que l'imagination ce soit un réservoir d'images. Je peux vous prendre l'exemple d'un atelier sur EPUB 3 en binôme avec des étudiants de l'école Estienne, avec les masters, qui a été riche d'enseignements parce qu'il a révélé ce travail que, en fait, c'est dès l'amorce d'un projet de création, quand il se projette sur le support de l'EPUB 3, que l'on se met à formaliser des univers qui vont être vraiment empreints d'une culture et d'imaginaire que je trouve très différent par rapport à la même proposition d'écriture, il s'agissait d'écriture d'utopie contemporaine, quand ils ne sont pas projetés sur ces supports-là. En fait, ça mobilise des imaginaires qui sont d'ailleurs très différents selon la culturation de chaque profil d'étudiant. Par exemple, on trouvait quand même des étudiants très marqués par les jeux vidéo qui se mettent à construire des mondes virtuels très très architecturés avec des choses assez sophistiquées sur la composition avec des calques qui étaient clairement liées en fait à leur propre utilisation des supports. Alors ça c'est du côté des littératures de l'imaginaire, on peut se dire imaginer, du coup, si on est vraiment sur la notation de l'infra-ordinaire à la Pérec, peut-être qu'il n'y aura pas autant de réflexes liés à des productions multimodales quand on est dans ces sortes d'ateliers à l'extérieur, de saisie du réel, par exemple les ateliers en déambulation. Dès qu'on autorise la captation du son et de l'image par le téléphone, en fait, ces ateliers-là sont très différents également, se mettent à penser en fait les nœuds d'arpentage. On a parlé d'arpentage tout à l'heure, le mode d'arpentage sur le web ou sur le terrain de manière différente. Cette année, il y a eu l'expérience d'un atelier en déambulation sur un marché à Cergy, qui était très coloré en langue et en accent, et évidemment le fait de pouvoir capter tout ça, en plus des couleurs des légumes, vous imaginez bien que les textes sont forcément très différents dès ce principe de l'imagination de ce que l'on va pouvoir écrire à partir du moment où on a fait cet arpentage avec des moyens de captation différents. Alors maintenant, pour se constituer une bibliothèque de référence, évidemment, vous imaginez bien que l'adossement à des œuvres littéraires, c'est un des grands enjeux des écritures de création, de ces cursus de création. D'ailleurs, quand ils ont lieu dans des écoles d'art, c'est souvent, je me souviens de François Bon dans l'ENSA-PC à Cergy qui le disait très fréquemment, c'est-à-dire que c'est un des gros manques en fait des étudiants qui arrivent dans ces cursus. Ils ont besoin en fait de sentir que l'adossement des œuvres littéraires, le fait de passer par la bibliothèque, va leur apporter quelque chose sur leur écriture. Donc c'est une manière de motiver la littérarité comme principe intertextuel, comme principe majeur de la littérarité, de faire résonner les œuvres entre elles, aussi de faire identifier des filiations, des constructions historiques, des genres, et des motifs sur lesquels ils vont pouvoir, on l'espère, fonder leur ambition de renouvellement et des genres et des filiations. Alors à quoi sert le fait de proposer des œuvres numériques dans ces corpus? Alors les œuvres numériques, on essaie d'implanter de la littérature numérique dans ces corpus de bibliothèques pour les étudiants en création littéraire. C'est un geste qui toujours les interpelle et visiblement ils sont très déstabilisés par le fait qu'un enseignant arrive avec des œuvres qui sont celles que l'on a vu circuler là, qui peuvent, on leur a fait lire aussi des œuvres de la Marelle, vous connaissez cette maison d'édition, voilà, des corpus d'œuvres numériques depuis les années 80, d'ailleurs on a fait un historique de la littérature numérique, et donc ces corpus sont à intégrer dans leur carnet de recherche. Je vais demander en particulier de faire une analyse d'une des œuvres qu'ils allaient choisir comme ils le voulaient. Alors voici quelques paroles d'étudiants à propos de deux œuvres. Alors Tamara, à propos de l'œuvre de Deydon et Elliott sur Twitter,
Sun Vanished. Et il remarque ainsi, après avoir fait le lien avec l'usage qu'il fait de Twitter, que cet auteur fait de Twitter, et il fait le lien avec les notes de chevet de Shonagon, et il dit cela, je vous laisse peut-être un peu naïvement exprimé, mais vous voyez bien qu'il y a quand même une espèce de prise de conscience très très claire de ce qui se passe pour la construction du suspense. Et puis Ulrich, à propos des paroles gelées de François Chamberfort, voilà. Qui revisitait Rabelais, c'est bien ça. Voilà. Donc là aussi, il y a eu un commentaire, cette fois-ci sur l'utilisation du multimédia, qui a fait un espèce d'électrochoc, de prise de conscience en fait des moyens utilisés pour créer des expériences immersives, c'est-à-dire le fait de se trouver dans une position impliquée dans sa position électorale, grâce à ces moyens, ces dispositifs numériques qui donc éveillent, qui rendent vigilants les moyens utilisés pour produire ces effets. Alors on en arrive à l'autre grande catégorie qui était de réviser ses écrits. Alors on sait que l'usage de l'ordinateur a changé vraiment de manière assez profonde les protocoles et les rituels de révision des variantes successives d'un même texte chez les écrivains, ça a déjà été pas mal documenté. Et il devient finalement difficile de faire ce que Irène Fenoglio, qui est une chercheuse en génétique des textes, a fait en récupérant les avant-textes de Boutès de Pascal Quignard. Ça a été publié donc dans cet ouvrage que je vous cite, sur le désir de se jeter à l'eau. C'est l'ensemble des boubous, des avant-textes de Pascal Quignard qu'il jette systématiquement d'habitude et qu'il a bien voulu récupérer pour ce travail de génétique. Et donc Irène Fenoglio a essayé de décaler un peu son regard de généticienne, mais enfin il y a quand même l'idée d'appliquer les principes d'analyse de la génétique des textes pour approcher au plus près le processus de création d'une œuvre littéraire. Et ce que Pascal Quignard dit du rituel répété chaque matin sur la page qu'il a noircie la veille, c'est celui-ci, ressort, corrige, retable, ressort, corrige, retable, etc. Et c'est ma joie. Et bon, évidemment, quand je lis ça, je me demande est-ce que c'est effectivement la joie, est-ce qu'elle est en tout cas spontanément atteinte pour les scripteurs qui soient acculturés au numérique, c'est-à-dire pour mes étudiants, est-ce que je peux leur demander ce geste-là, ou est-ce qu'il n'est pas foncièrement décalé par rapport à ce qu'effectivement ils vivent en étant des producteurs, souvent des producteurs fervents sur le net. Donc il me semble vraiment que contrairement au paperole, la recherche du temps perdu, vous connaissez ces petits bouts de papier vraiment dans les marges du texte qui se mettent à carrément être proliférants sur certaines pages, et puis également les traces de modification, ajout, retrait, déplacement, substitution, se mettent à être beaucoup plus évanescents et se jouent dans un temps en tout cas beaucoup plus resserré, jusqu'à donner l'impression aux scripteurs internautes d'une écriture du flux qui peut se passer d'opérations de révision. Donc vous voyez, l'enjeu du coup devient très très difficile de dire que voilà, ce sont les outils que nous avons, en fait ils sont mal adaptés à l'habitus des gens qui écrivent, et qui écrivent bien, et qui écrivent beaucoup sur Internet. Alors ce que peut mettre en exergue le passage par des formats numériques interactifs, c'est le rôle joué par le tiers lecteur dans le processus d'écriture. Évidemment, on peut passer par des écritures collaboratives, Framapad, avec l'historique des variantes, etc. Mais ironiquement, le fait de faire vivre des expériences de réception critique dans le temps même de la rédaction, avec des camarades qui viennent ajouter leurs éléments ou leurs avis à l'intérieur du texte, donc dans le temps de la rédaction, donc sans distance, déstabilise souvent l'équilibre interne nécessaire à la conduite d'un projet de création abouti. C'est mon expérience, de dire qu'en fait, ces écritures collaboratives à l'intérieur du processus rédactionnel, il est plutôt déstabilisant que constructif dans la manière dont il le mène au final. Et en fait, il n'arrive pas si bien que ça, en fait, à construire ce profil de lecteur virtuel qui est pourtant un principe d'une écriture qui est vraiment maîtrisée et aboutie.
Alors le fait d'en passer par des expérimentations d'écriture collaborative ou d'écriture de flux sans des dispositifs préconstruits entraîne souvent des réactions, des prises de conscience qui ne vont pas forcément vers l'aménagement prévu d'étapes de révision, mais plutôt vers l'émergence de critères de satisfaction. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose que de penser ça chronologiquement ou par intensité d'écriture. C'est pour ça que je vous dis que c'est activateur de conscience critique. Donc ces critères de satisfaction qui peuvent être consensuels dans une équipe de rédacteurs, mais qui peuvent aussi être profondément individuels, voire en opposition, et qui permettent du coup d'affirmer des styles comme des manières d'être autant que des savoir-faire. Les manières d'être, des styles comme manières d'être, c'est vraiment la formule de Marielle Massé. Alors, dernier point à envisager dans ces critères de révision, j'arrive sur la fin, c'est de dire que parmi les critères de révision, la question de la conformité ou de la contestation des genres et des formats, leur détournement éventuel intervient vraiment au premier chef quand il s'agit d'écriture numérique. Et je pense que les exemples qu'on a vus ce matin l'ont bien montré. En fait, il y a un geste de la recherche-création qui est profondément de contestation, justement, des genres prédéfinis, de contestation et de détournement. Alors, les étudiants qui pratiquent le plus l'écriture sur les réseaux sont, je l'ai dit tout à l'heure, à l'affût des nouveaux formats et à l'affût, en fait, des tics rédactionnels qui sont liés à ces formats. Et la vigilance, du coup, est rapidement de mise dans un esprit de contestation de ce qui est existant pour essayer de rejoindre, en fait, un geste qui soit un geste de rébellion artistique et qui concerne profondément le principe de détournement de la recherche-création. Et pourtant, la recherche-création n'empêche pas de saisir les contraintes qui s'imposent à l'internaute dans un esprit peut-être frondeur, mais dans une assurance forcément oulipienne, dans la vertu des contraintes pour faire naître la créativité. Voilà, je vais ouvrir maintenant en conclusion sur la notion de geste en écriture créative, en vous proposant cette réflexion, parce qu'évidemment, quand je viens vous parler de gestes d'écriture de manière générale, en vous disant, bon, il y a quand même une activation de ces gestes par le numérique, je me pose quand même la question du fait que l'on puisse, à travers ce mot de geste, parler en fait ou non le même langage. Qu'est-ce qu'on va déterminer dans ce mot de geste que je vois circuler partout maintenant dans les communications, dans les propositions de journées d'études. Il y a une espèce de mode du geste d'écriture, vraiment. Et j'avais envie de l'interroger par rapport à cette discipline qui est en train de se constituer, qui est celle de la recherche-création, en se demandant en fait qu'est-ce qu'elle traduit et qu'est-ce que traduit en fait le fait de le retrouver dans plusieurs disciplines, ce même mot, qu'est-ce qu'il traduit du côté de l'organisation des connaissances et d'une épistémologie générale. C'est toujours intéressant de voir qu'il y a une même notion qui est en train de se diffuser là, dans plusieurs disciplines et qui éventuellement ne se construit pas de la même manière d'ailleurs, mais qui a cette idée d'une illusion de discours commun. Alors dans les études littéraires, le geste, les gestualités, qui sont donc particulièrement en faveur, sont en train de supplanter les cadres des genres, des courants, des formes et même des objets. La question d'œuvre, elle est très déstabilisée par cette question des gestualités. Alors on peut dire que c'est une manière de revenir à une perspective qui s'intéresse au sujet, par rapport à une critique qui serait très formaliste, éventuellement structuraliste, qui s'en tiendrait au texte et qui prendrait la mort de l'auteur. Et on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas exactement d'un retour, celui qui signerait par exemple une intention portée à l'intention autoriale ou encore la dimension biographique, mais qu'il y a plutôt un infléchissement anthropologique des arts, comme l'analyse d'ailleurs Laurent Génie. Il parle d'une attirance contemporaine pour la description des usages et des effets permettant d'identifier une agentivité de l'art. Et de fait, s'il demande la prise en compte de la corporéité du sujet, le geste ne dit pas en soi son traitement critique. On peut très bien avoir une perspective purement sémiotique
par rapport au geste, hein. Il est alors regardé comme signe, on peut en faire des répertoires, on peut le fixer, hein, on peut l'extérioriser de toute dynamique d'engendrement. Or, l'écriture créative, elle, la manière dont elle investit cette notion, c'est une notion critique en premier lieu pour ses qualités de désignation d'une dynamique, d'un processus qui participe donc de la création. Alors, la manière dont c'est en train de se formaliser le désengage tout de même de certaines racines, et je ne vais pas aller très très loin dans cette idée, mais simplement vous dire qu'il y a un désengagement de la chironomie quintilienne. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, cette idée de chironomie, hein, de la rhétorique de Quintilien, mais il considérait Quintilien, hein, vous voyez, ça on peut dire, chaque création en fait a ses origines dans la rhétorique, mais non, ça se désengage, parce que chez Quintilien, en fait, cette manière de considérer le jeu expressif de la main, ou même des doigts, c'est le fait de le penser comme un appui de la parole. Alors, d'aide à l'interprétation, hein, dans l'infraverbal, mais aussi de règlement de la parole, parce qu'on bat la mesure chez Quintilien, pour faire de la rhétorique, on bat la mesure, on règle la parole, et puis on la soutient, hein, le geste, peut-être les Italiens sauront ce dont je parle, mais le geste soutient l'expression, aide à l'expression. Et en fait, tout cela, toutes ces racines rhétoriques vont vers la conception d'un geste de l'écriture qui vise à retrouver, on va dire, une parole parlante par rapport à un usage écrit de la parole parlée, c'est-à-dire qu'on est dans le champ, en fait, de la conception de, non pas l'écriture comme geste graphique, mais bien dans l'expression de la parole. Et donc ça, c'est Casirère qui cite lui-même Humboldt. On peut aller jusqu'à Humboldt qui lui-même va vers l'expression romantique, hein, de la parole. Autrement dit, là, il y a tout un champ qui n'est pas tout à fait ce que investit l'écriture créative véritablement, même si le geste est profondément quelque chose d'important, qui n'est pas encore de l'ordre du concept, mais qui est vraiment important pour arriver à comprendre ce que l'on fait du côté de l'écriture créative. Elle permet en particulier de considérer le faire, la pratique du littéraire par la production, d'ailleurs geste, gestum, ça a la même racine étymologique que guerrere, hein. Donc voilà, le faire, il y a une même ascendance là-dedans. Et la notion permet ainsi de mettre en valeur l'inscription des lettres dans les arts vivants, en essayant là également de la déporter d'une considération qui soit purement esthétique, hein, la beauté du geste, les raisons de grâce, hein, qu'on voit dans le geste du danseur. C'est pas tout à fait le geste d'écriture qui est en train de s'investir vraiment en recherche-création, beaucoup plus pour des raisons d'agentivité, de dynamique, de changement des contextes de production. Voilà, le geste, c'est vraiment une manière de reconfigurer un engagement qui était pensé de manière sartrienne d'une certaine manière et qui se retrouve investi différemment dans les littératures d'intervention qu'on voit circuler comme étant le champ principal en ce moment de l'écriture créative. J'espère que ça a été trop long.